Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui on parle d'un concept, mais c'est très concret, vous allez le voir, le Recharge Day. On en parle avec Yannick Charon, il va tout nous expliquer, vice-président en charge des ressources humaines chez ESI Group, il est notre invité. Smart Philo, peut-on réussir sans chuter? C'est une métaphore, vous le verrez, Xavier Pavie fait de l'escalade et de l'alpinisme. Il est professeur par ailleurs à l'ESSEC, directeur du centre Imagination. On parlera avec lui de ce rapport à l'échec. Le cercle RH et un grand entretien. Aujourd'hui, il est régulièrement venu sur notre plateau. Thibaut Guilluy, haut commissaire à l'emploi et aux entreprises, qui va prendre les rênes de France Travail après le vote du projet de loi à l'Assemblée nationale. On va parler avec lui évidemment de cette transformation de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, mais aussi des allocataires du RSA. C'est un sujet sensible. On en parlera avec lui dans quelques instants. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, pour rester dans l'esprit formation des demandeurs d'emploi pour les secteurs des sports de glisse marin. C'est une niche et on en parlera avec Florent Verne. Il est responsable vente et marketing au groupe CNPC Sport. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on va parler de ce Recharge Day. On va le franciser, le jour où on se recharge, où on se réconstitue. On peut dire ça, le jour de recharge. Le jour de recharge. Alors, l'homme n'est pas une batterie, évidemment, il faut quand même le préciser. Et on en parle avec Yannick Charon. Vous êtes le vice-président en charge des ressources humaines chez ESI Group, groupe mondial, 18 pays, 1000 collaborateurs, 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un petit mot sur votre entreprise, parce que avant de parler de cette initiative que vous portez, c'est une entreprise assez incroyable parce qu'elle faisait des études sur papier et elle a totalement pivoté pour faire quoi? Des études, mais cette fois-ci en informatique, c'est ça? Alors exactement, aujourd'hui, nous sommes un éditeur de logiciels, on est spécialisé dans le prototypage virtuel, donc on permet à nos clients d'aller réaliser l'ensemble de la chaîne de prototypage de façon virtuelle. Et vous avez raison, pour prendre un exemple assez classique, vous êtes par exemple un constructeur automobile, vous voulez sortir un nouveau modèle, eh bien au lieu d'avoir à construire X prototypes et de changer les paramètres, et ça prend du temps, vous faites ça dans l'outil. Donc pour nos clients, c'est un gain en temps. Évidemment, vous n'avez juste, entre guillemets, qu'à changer quelques curseurs, quelques paramètres. C'est plus d'efficacité parce que vous avez la possibilité d'aller changer tout de suite et de voir pas mal d'environnements différents. C'est également des économies parce que quand vous avez à construire des prototypes, évidemment, ça n'a pas le même coût que du logiciel. Et également, c'est bon pour l'écologie. Exact. Voilà. Parce qu'on n'abîme pas la matière première, on la garde sur informatique. Vous n'avez pas besoin de jeter des déchets, en réalité. Évidemment, et de refaire des maquettes inlassablement au gré des demandes du client. Yannick, vendredi, ordinateur éteint, dans l'ensemble des 18 pays, c'est ça le Recharge Day? Absolument. Ça s'arrête. Alors tout s'arrête et à vrai dire, ça va être dès mercredi soir, puisque le jeudi, pour 40% des collaborateurs, est un jour férié. Pour les collaborateurs en France et en Allemagne, c'est un jour férié, donc ça va faire un long week-end de 4 jours. Et puis on est présent dans 18 pays, vous avez raison. Tous les pays ne font pas, non pas ce jour férié, ça fait 3 jours, quoi qu'il arrive, de long week-end. Et en sachant que pour les collaborateurs qui n'ont pas le jeudi férié, eh bien, ça évite de recevoir des emails, des coups de téléphone, des réunions, de la part de ces 40 autres % qui ont ces 4 jours, qui sont fériés également le jeudi. Vous allez être vigilant? Vous êtes sûr que vous n'allez pas recevoir un petit mail, un petit WhatsApp vendredi d'un collaborateur à l'autre bout du monde, non? Alors les messages ont été clairs, donc on espère que non. Et en tout cas, l'objectif, c'est bien celui-ci. Quand on est en vacances, par exemple, on va continuer à recevoir des messages de la part des collaborateurs, de la part de vos collègues qui, eux, ne sont pas en vacances. Là, cette fois-ci, c'est pour ça qu'on a fait un Recharge Day, qu'on a positionné le même jour. C'est de façon à ce qu'il n'y ait pas de réunion, pas de meeting, pas de coup de téléphone. Un jour où on se ressource, où on ne travaille pas, où on se recharge. L'esprit, c'est quoi? Parce que vous êtes venu et vous nous en parlez sur ce plateau. Il y a quoi? Il y a un côté marque employeur dans ce que vous nous dites. Vous dites, on est une entreprise aussi qui respecte ses collaborateurs. En tout cas, ses temps de repos, ses temps de recharge. Oui, c'est ça. En fait, la culture de l'entreprise, c'est d'être attentif à la qualité de vie au travail. Donc on a mis en place un certain nombre d'éléments qui vont dans cette direction. Et on a par exemple, il y a 2 ans, lancé un No Meeting Wednesday, donc une journée sans réunion qu'on avait positionnée le mercredi,
parce qu'on sait qu'on a tous des emplois du temps qui sont extrêmement chargés. Pas de réunion. Beaucoup de temps en réunion. Pas de réunion. Donc c'est qu'on travaille. Le mercredi, en effet, c'est 0 réunion. Alors évidemment, il peut arriver que pour des notions d'urgence ou d'impératif, on le fasse, mais en tout cas, on a instauré cette journée sans réunion, qui est le mercredi. Donc il y a évidemment d'autres éléments, mais dans la continuité, on a voulu également positionner cette année, c'est la première fois qu'on met en place, cette journée de recharge. C'est vendredi, hein. C'est vendredi. On est bien d'accord. Juste cette journée sans réunion, je la trouve intéressante aussi, parce que dans ces métiers où effectivement on passe son temps à travailler en mode projet, à se réunir du matin au soir, ce qui est votre cas aussi, ça dit quoi aussi du retour des collaborateurs lorsque vous leur dites mercredi, pas de réunion? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah, je vais pouvoir bosser. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est inversé. Il y a quelques années, en réalité, je pense qu'il faut faire le lien également avec le côté travail en hybride et le travail à domicile. Et il y a quelques années, on se mettait à travailler à domicile parce qu'on souhaitait s'isoler et pouvoir faire du travail de fond. La situation pandémie Covid et télétravail obligatoire a complètement changé la donne. Et donc, il s'est passé quoi? On a passé un temps infini devant nos écrans à faire des réunions virtuelles. Et donc, le travail de fond, il fallait pouvoir le faire à un autre moment. Donc, on a voulu positionner cette journée-là pour redonner de la place au temps long. Avant de nous quitter, juste une question, parce qu'on va en parler dans les jours qui viennent. Laurent Berger sort un livre et explique que pour améliorer la qualité de vie au travail, il faut passer la semaine des 4 jours. Vous, sur le télétravail, sur le full remote, sur la semaine des 4 jours, parce que vous êtes quand même très en avance sur ces sujets, est-ce que vous dites, moi, en tant que responsable des ressources humaines, c'est des sujets sur lesquels je vais bosser ? Il faut évidemment réfléchir et regarder à ce que ça peut donner ce genre de dispositif. Aujourd'hui, ce n'est pas encore dans nos objectifs. On verra, on est pour l'instant dans l'observation. Full remote chez vous ou pas? Full remote, travail hybride. Travail hybride. 3 jours, 2 jours. Oui, c'est ça. En fait, on a des gros sites. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'à minima, parce qu'il faut garder du lien, évidemment, l'efficacité est liée à la connaissance humaine. Nous sommes des animaux sociaux. Donc, c'est important. Et donc, nous avons 2 jours de travail en présentiel dans les locaux et 3 jours de télétravail. En tout cas, c'est le dispositif recommandé. Yannick Charon sera vigilant vendredi. Il aura tous les téléscripteurs ouverts pour voir si l'ensemble des 18 pays de SI jouent le jeu, parce que vous avez raison de le dire, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas nos jours fériés. C'est le propre des entreprises internationales. Merci Yannick Charon d'être venu nous éclairer. Vice-président en charge des ressources humaines chez ESI Group, 1000 collaborateurs dans le monde qui vendredi vont se recharger, c'est-à-dire feront autre chose que travailler. Merci d'être venu sur notre plateau. L'échec, ça c'est un sujet intéressant. On en parle dans Smart Philo. Faut-il chuter pour mieux rebondir? Je paraphrase la phrase du philosophe que j'accueille dans un instant. C'est Smart Philo. Smart Philo, on parle de l'échec, du rapport à l'échec. Peut-on réussir sans chuter? On en parle avec Xavier Pavie, professeur à l'ESSEC, directeur du Centre Imagination. Et je le dis pour ceux qui ne regardent pas les réseaux sociaux, un homme qui fait de l'alpinisme et de l'escalade. J'ai vu une très jolie photo qui circulait sur les réseaux avec quelqu'un en rappel qui devait être vous ou quelqu'un que vous avez... C'était mon fils. C'était votre fils qui faisait un très joli rappel. C'est intéressant ce rapport aussi à la montagne, à l'échec. Commençons d'abord par le début. Pourquoi on vit si mal nos échecs? Et je ne parle pas de la montagne, parce que quand on tombe en montagne, c'est souvent très dangereux. Pourquoi on vit si mal nos échecs? Mais écoutez, Arnaud, la question de la montagne n'est pas si intéressante, si je peux me permettre. Imaginons que je chute. Je chute en montagne et je me blesse gravement, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir 2 positions. 1, j'ai eu une chute, j'ai eu un échec, mais deuxièmement, je peux déjà organiser l'après. Autrement dit, le succès vient aussi tout de suite dans l'après. Est-ce que j'ai les bons secours? Est-ce que je ne force pas? Est-ce que je ne me fais pas plus mal? Autrement dit, ce n'est pas inintéressant de mettre ça en perspective en disant on a d'une part la possibilité effectivement de chuter, on se retrouve à terre, mais d'un autre côté, on peut réussir l'après, y compris quand on chute. Qu'est-ce que, très concrètement, on peut apprendre de la chute? Pas de la chute en elle-même, mais du moment où on se dit, bon, bah là, j'ai raté ma prise, je suis tombé. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre? J'aime bien citer Gaston Bachelard qui dit que l'échec n'est qu'une preuve négative. L'échec est toujours expérimental. Alors, Bachelard, c'est un scientifique, et vous savez, en anglais, on dit de test and learn, c'est-à-dire qu'on teste et on apprend à la fois. Eh bien, ça, c'est fondamental. On essaye d'apprendre toujours de ce que l'on va faire de notre échec. Et ça, c'est vraiment très important parce que souvent, on a tendance à dire, on l'entend dans la discussion, t'as eu un échec, passe à autre chose, oublie. Eh bien non, justement. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de prendre son temps sur l'échec que l'on a vécu.
l'analyser et j'allais dire s'en nourrir. Pourquoi c'est si compliqué en France? Parce que ici, sur ce plateau, très régulièrement, on a des experts qui nous expliquent et nous vantent le modèle anglo-saxon et américain en particulier sur cette théorie de l'échec. Pourquoi c'est si compliqué de la digérer ou de digérer notre échec en France? Eh bien, en fait, ce sont un peu des rumeurs, mais ce n'est pas vrai. Aucune recherche nous montre ça. Les recherches nous montrent que selon les conjonctures économiques, on va mieux vivre l'échec ou pas. Mais c'est en fonction de la conjoncture de l'endroit que ça va se poser. Donc la question, c'est... Donc pas du pays. Pas du pays. On a vu ça de nombreuses reprises, par exemple en Grèce pendant la crise, etc., qu'ils ont eu, etc., etc. Donc c'est en fonction de la conjoncture. Ce qui est important, c'est comment on vit l'échec. Et on vit l'échec, pardonnez-moi ça, c'est un peu simple, mais on vit l'échec en fonction des réussites qu'on a eues. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que c'est en fonction du nombre de tentatives que l'on va avoir que l'on va accepter le succès ou l'échec. Vous savez, et vous recevez aussi ici ce qu'on appelle des serial entrepreneurs, des entrepreneurs en série. En fait, ce sont des perdants en série et des gagnants en série. Eh bien, c'est cet ensemble-là qui nous fait accepter l'échec. Mais est-ce qu'on ne doit pas se concentrer sur une seule chose et j'irais versus être en multi-activité? Parce que ça pose cette question-là. Vous parlez de ces serial entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils vont accumuler une série d'échecs pour aboutir un jour à une réussite. C'est bien cela. Hein. Oui, vous avez raison. Et parfois, ils changent de cap. Oui. Ils disent, j'ai pas réussi de ce côté-là, je passe par là. La question est plus large, Arnaud. Vous êtes salarié d'une entreprise, vous avez votre vie privée, vous êtes salarié et vous avez un échec dans votre vie en tant que salarié. Vous allez incroyablement mal le vivre. Vous avez été renvoyé, vous avez dû démissionner, ça va être très compliqué. Maintenant, posez-vous la question. Vous êtes en même temps président d'une association, d'un club de foot. Vous travaillez dans une ONG. Vous militez dans un parti politique. Vous faites autre chose de votre vie qu'être simplement concentré sur votre activité. Eh bien, l'échec va être sacrément vécu de manière différente. C'est quoi? Atténuer. On se dit, j'ai d'autres éléments dans ma vie qui me construisent au-delà de l'échec que je viens de subir. Absolument. Eh bien, ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce qu'on ne doit pas simplement rester sur une activité qui est l'alpha et l'oméga de notre vie, mais au contraire la multiplier. On doit la cacher, on doit l'enterrer, on doit presque même mentir lorsqu'on a eu un échec, ou est-ce qu'on doit assumer, verbaliser? Revenons sur mon exemple d'escalade au début. Imaginez que je sois vendeur en escalade, en magasin d'escalade. Vous imaginez... On n'est pas loin de la vérité. Hein. L'expérience que j'ai vécue en ayant chuté, le casque qui m'a protégé, la façon avec laquelle je me suis comporté. Un client arrive dans le magasin et je lui dis, la vie, c'est, il y a des chutes, il y a des succès et je vais partager mon expérience. Eh bien, le vendeur d'escalade qui aura effectivement vécu la situation aura une crédibilité beaucoup plus forte que les autres. Donc, pour se résumer, peut-être rassembler cette idée forte, parce que l'échec est toujours quand même assez douloureux, vous dites qu'il faut même l'écrire sur le CV, c'est-à-dire qu'il faut assumer l'échec et le mettre noir sur blanc. J'ai échoué dans cette tentative de création d'entreprise, par exemple. Je voudrais citer Sioran. Redouter l'échec, c'est redouter le ridicule. Il n'y a rien de plus mesquin. Aller de l'avant, c'est justement ne pas craindre de devenir la risée de ses semblables. Imaginez maintenant, Arnaud, qu'un RH, un directeur des ressources humaines, reçoive un CV où il y a des succès, mais les échecs écrits noir sur blanc sur un CV où il est écrit comment je m'en suis sorti et qu'est-ce que j'ai appris. Ce serait totalement radical en termes de changement de paradigme en disant, effectivement, c'est la vie parce qu'on a tous appris en marchant, en chutant. Eh bien, c'est la même chose dans la vie privée, c'est la même chose dans la vie professionnelle. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à l'utiliser, cet échec, comme un levier, même d'ailleurs pour ouvrir un dialogue avec le RH, par exemple. C'est pour ça qu'on parle de philosophie de la chute. La philosophie de la chute, c'est qu'est-ce que je vais apprendre comme voie de la sagesse en fonction de la chute que j'ai vécue. Merci Xavier. Restez prudent quand même quand vous grimpez les faces abruptes des montagnes que vous aimez. Votre prochain séminaire au Collège international de philosophie, ouvert à tous, gratuit. Absolument. Nous sommes d'accord. Ce sera le jeudi 1er juin. Vous avez donc le temps de vous inscrire. J'imagine qu'il y a quand même un minimum d'inscriptions pour venir vous écouter. Merci. Merci Xavier de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on se tourne vers le cercle RH. On va accueillir dans quelques instants Thibaut Guilluy. Alors c'est quelqu'un qui, vous le suivez peut-être ici sur nos antennes, qui est le haut-commissaire à l'emploi et à l'entreprise, et il va prendre les rênes de France Travail. Fini Pôle emploi, place à France Travail, il y aura un projet de loi et il porte un certain nombre de sujets sur l'accompagnement des demandeurs de l'emploi. Il sera accompagné de son rapport, 99 propositions pour accompagner ces demandeurs d'emploi, pas seulement d'ailleurs, mais aussi les allocataires du RSA. Il est notre invité, on l'accueille juste après la pause.
Et le cercle RH aujourd'hui pour parler emploi, ô combien nous allons parler emploi avec Thibaut Guilluy. Bonjour Thibaut, ravi de vous accueillir sur notre plateau pour un grand entretien parce que vous venez tous les mois nous parler de cette grande communauté des entreprises qui s'engagent, qui grossit de semaine en semaine. Et puis vous êtes celui qui, de toute évidence, allait porter les belles ambitions de France Travail. Vous avez ce rapport de 99 propositions, vous l'avez, c'est un travail assez titanesque, on va en parler. Vous faites un tour de France, il faut suivre le travail que vous faites, c'est un travail de terrain à la rencontre de tous les acteurs, on va en parler, les régions, les départements, les associations, les missions locales, l'AFPA, tous ceux qui contribuent à l'emploi. D'abord, un petit mot quand même sur la philosophie, parce que on a oublié, mais il y a eu cette petite phrase de François Mitterrand en 1993, on a tout essayé, et il parlait du chômage, on l'avait interrogé, et il avait répondu, sur le chômage, on a tout essayé. J'ai quand même le sentiment que vous essayez de nous démontrer le contraire. Oui, vous savez, moi j'étais entrepreneur pendant 20 ans et je pense qu'il y a aussi un certain nombre de chefs d'entreprise qui nous écoutent sur Bismart. La définition même d'un entrepreneur, c'est d'inventer, de défricher et d'essayer. Et d'essayer. Et donc on n'a jamais tout essayé. Ça c'est la première des choses. Et puis alors, en la matière, sur l'insertion, l'information et l'emploi, il y a un truc qu'on n'a pas essayé, c'est de travailler ensemble pour avoir plus d'impact. Et ça, c'est ce qu'on propose avec le rapport France Travail. Alors, avant de parler de la gouvernance, parce qu'il y a quand même un énorme travail pour faire travailler tout le monde ensemble. Pôle emploi qui va devenir France Travail, mais il y a les régions qui ont compétences en formation, il y a l'ensemble des acteurs associatifs. Mais d'abord, un petit mot sur, là aussi, la philosophie. L'idée, c'est que je suis demandeur d'emploi, je vais signer un contrat d'engagement. Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire que ce qui ne se fait pas aujourd'hui quand on va pousser une porte de Pôle emploi. Ouais. Là, on signe un contrat. Alors, effectivement, mais avant le contrat, la philosophie de France Travail, c'est que vous avez, et c'est particulièrement vrai depuis qu'on a, on va dire que sur les 5 dernières années, on a mis fin à la fatalité du chômage de masse. Qui a baissé. Mais qui est passé d'un petit 10% à 7%. Donc ça, c'est extrêmement positif. Mais ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le fait que les entreprises aujourd'hui, leur principal point de difficulté, c'est le recrutement et c'est de pouvoir trouver des talents pour pouvoir continuer de se développer et aller de l'avant. Et de l'autre côté, 7%, ça reste quand même 2 fois plus que certains de nos voisins européens. Et donc, je pense aux Allemands. Et ça veut dire encore des centaines et des centaines de milliers de personnes qui ont du potentiel, qui ont du talent et qu'il va falloir aller chercher. Sauf que le plein emploi, ça suppose que c'est plus juste une offre d'emploi, mais c'est aussi de la formation, de la mobilité, parfois de la garde d'enfants. Bref, lever un ensemble de problématiques. Et pour ça, il faut faire équipe pour arrêter d'infliger en fait la complexité de notre système aux demandeurs d'emploi et aux chefs d'entreprise, mais de nous organiser pour apporter la bonne solution au bon moment aux personnes comme aux recruteurs. Donc vous cassez les murs. Ce qui fait que celui qui sera référent, je dis référent, je ne suis pas sûr que ce soit le terme que vous utilisiez, mais l'accompagnement d'un demandeur d'emploi qui se retrouve au chômage, quels que soient les motifs qui le conduisent à pousser la porte de France Travail, sera accompagné par un référent, et ce référent aura quoi? Une palette d'outils possibles pour lui offrir toutes les possibilités d'accompagnement. Est-ce que c'est ça l'esprit ? C'est exactement ça, en fait, pendant les mois, mais je dirais, quand vous passez du temps sur le terrain, ça vous paraît être une évidence. Ce que les gens demandent, c'est un interlocuteur privilégié à qui je m'adresse, et pas une somme de guichets, de numéro de téléphone, et où on est envoyé d'un guichet à l'autre, et sans finalement avoir de solution à son problème. Et pour ça, il y a donc faire équipe, et mettre en place après un interlocuteur privilégié, que ce soit pour le chef d'entreprise comme pour la personne, et on va faire un bout de parcours jusqu'à ce que le problème soit réglé. Il y a 2 sujets quand même qui sont importants. On va revenir sur le RSA parce qu'il y a eu quelques grincements dedans. Mais il y a quand même l'enjeu aussi des jeunes des quartiers prioritaires. Parce que c'est des jeunes où on voit le taux de chômage qui est très important, largement au-dessus, parfois à 30%, 35% de chômage. Est-ce que là, vous dites, il faut en plus du dispositif classique que je développe dans mon rapport, il faut en plus mettre le paquet sur ces jeunes? De quoi ils ont besoin en priorité? Sur ces jeunes, mais de manière générale, en fait, aujourd'hui, finalement, avec 10% de chômage, on était aussi tombé dans la facilité. Il y avait les CV qui arrivaient, on les triait avec une approche parfois assez stéréotypée, et puis on trouvait bon an mal an les personnes dont on avait besoin. Maintenant, ça, tous les chefs d'entreprise constatent bien que ça ne marche plus. Non. Les talents, maintenant, il faut, aller les chercher, les attirer d'ailleurs, les attirer, et ensuite les développer.
trop jeune, et les garder. trop jeune, trop vieux, trop handicapé, pas le bon nom, pas la bonne adresse, ça ne marche plus. Et en plus de ça, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises et c'est pour ça que les entreprises s'engagent, dont on parle souvent, maintenant on est 85 000 entreprises engagées, il y en a quand même un certain nombre qui ont compris que, en fait, en changeant leur approche RH, en allant chercher ces talents-là et en les formant, en les accompagnant, et bien du coup, c'est ça qui fait la force des entreprises demain. L'intérêt, et encore une fois, on va parler du RSA, l'idée c'est de mettre en relation l'offre et la demande le plus simplement possible. Puisque quand on interroge des entrepreneurs sur ce plateau, objectivement, ils ne poussent pas spontanément la porte de Pôle emploi pour trouver un salarié. En fait, ils utilisent beaucoup de moyens privés, des structures, des plateformes, très rarement Pôle emploi. C'est vrai. Alors d'abord, il ferait mieux d'aller pousser la porte parce que, en fait, Pôle emploi, il y a à peu près... Je dis encore Pôle emploi, parce qu'on n'est pas encore... le projet de loi n'a pas été voté. Pôle emploi, ça va devenir l'opérateur France Travail, effectivement. Mais Pôle emploi, c'est à peu près 25 à 30% des entreprises qui utilisent les services de Pôle emploi. Figurez-vous que là où il y a 10-15 ans, ils étaient à peine 50% de taux de satisfaction, aujourd'hui, ils sont à 88% de taux de satisfaction et de recommandation. Ce qui est très élevé et que un certain nombre des entreprises qui plaident pour un bon service client ne sont pas forcément à ce score-là. Donc Pôle emploi s'est réformé, a fait sa révolution vis-à-vis des entreprises. Simplement, il y a encore beaucoup trop d'entreprises qui se disent c'est pas pour moi, c'est pas adapté. Ils ont l'a priori en fait. Donc, donc il y a un a priori. Donc il faut s'ouvrir à cet a priori-là. Maintenant, derrière l'a priori, il y a aussi un certain nombre de réalités et notamment un certain nombre d'améliorations. Je pense notamment les entreprises qui nous ont dit c'est profil de compétences. Travailler sur le profil de compétences pour nous envoyer les bonnes personnes par rapport à notre besoin. Et ça, Pôle emploi tout seul ne pouvait pas le faire parce que les données, parfois, et les informations, elles vont venir d'un organisme de formation, d'une entreprise d'intérim d'insertion, des anciennes entreprises et des anciens employeurs. Et donc, c'est un maquis quand même. Une des idées clés et forces de France Travail aussi, c'est la mise en commun des systèmes d'information, l'interopérabilité et le partage des données. Pour que demain, on ait une banque de profils qui permettent d'apporter aux personnes les bonnes opportunités et en même temps pour les entreprises de leur envoyer les bons candidats le plus vite possible. Ce que je vais dire est un peu pratico-pratique. On va parler du projet de loi en écriture, enfin qui sera présenté en Conseil des ministres. Le projet de loi doit être écrit en juin. Ça sera les sites de Pôle emploi, on aura retiré la fiche, enfin le fronton pour mettre France Travail. Ça sera ces lieux-là, ça sera les lieux de Pôle emploi où on continuera à pousser la porte lorsqu'on est demandeur d'emploi. Il y a un enjeu de lieu, de situation géographique. Oui, il y a un enjeu de lieu. Alors évidemment... certains vont s'améuser à dire bah tiens ça serait un changement d'enseigne mais qu'est-ce qui change? On ripolline quoi. Voilà, on ripolline. Bon, bah, d'abord voilà, il y a 99 propositions toutes opérationnelles et sur lesquelles on peut se faire challenger les unes après les autres, pas de problème. Simplement, ce qui est quand même aussi important, c'est bien sûr que la marque, l'image et le fait d'avoir une bannière qui fasse qu'on se perde plus entre les acteurs, ça c'est important. Donc cette image de marque, elle va être importante, mais il y a aussi cette idée de créer des lieux à moins de 5-10 km de chaque Français. Et là, ça suppose effectivement de s'appuyer sur demain les agences de Pôle emploi qui vont se transformer en opérateurs France Travail et que ça devienne aussi des tiers-lieux de la réussite, des lieux où les entreprises peuvent venir présenter leur métier, des lieux où on se forme, des lieux où on accompagne les créations d'entreprises. J'entends tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu d'échange, un lieu de partage, de savoir. Vous savez qu'on oublie quand même très souvent que près de 300 000 créateurs d'entreprises s'appuient sur Pôle emploi chaque année pour pouvoir se lancer dans la vie. Oui, j'allais y venir, vous y tenez beaucoup d'ailleurs dans votre rapport, vous l'évoquez, l'accompagnement à la création d'entreprise. Il ne s'agit pas exclusivement d'accompagner le collaborateur ou le demandeur d'emploi à avoir un emploi salarié. Vous dites qu'il faut aussi proposer des programmes pour qu'il puisse créer son entreprise. Là aussi, piloté par France Travail. C'est ça, parce que derrière le travail, derrière l'accès à l'emploi, de temps en temps on cherche un emploi salarié, mais vous avez près d'un jeune sur deux qui aspire par exemple à créer sa propre entreprise. Et c'est vrai d'une partie significative des Français qui viennent frapper à la porte de Pôle emploi. Ce qui est important, c'est comment on les accompagne, comment je passe de l'intention et je la repère dès le premier jour du contact, de l'intention pour passer à l'idée, au projet,
au business plan et puis ensuite après au CABIS. Et ça, c'est important d'accompagner ce demandeur d'emploi. Pourquoi c'est clé de le faire avec France Travail? C'est que pour 100 qui vont se lancer dans la création d'entreprise, il y en a 30% qui vont aller au CABIS, 70% qui vont s'arrêter en cours de chemin. C'est pas grave, c'était une expérience, c'était une tentative, mais ce qui est important, c'est de pouvoir mobiliser et valoriser cette expérience pour pouvoir rebondir et trouver un emploi. Alors Thibaut Guilluy, le sujet qui fâche, je mets des guillemets, c'est Elisabeth Borne à La Réunion pour son premier grand déplacement en dehors du territoire métropolitain, qui évoque, à travers la réforme RSA, donc il est précisé dans votre rapport, il faut lire évidemment les 99 propositions, qu'effectivement 15 à 20 heures de travail pourra être proposées à ces allocataires du RSA. Elle précise lors de ce déplacement qu'il pourrait y avoir des retraits financiers plus ou moins élevés. Est-ce que ça, vous l'assumez? Est-ce que vous là aussi, vous dites on doit changer la philosophie de ce RSA, qui était une somme allouée sans aucune contrepartie? Il y a eu quelques voix, notamment Martin Hirsch et quelques autres, qui ont contesté cette proposition-là. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est que dans ce cas, il fallait qu'il change les règles du jeu quand il était en responsabilité, qu'il a mis en place le RSA, parce qu'il se trouve que le RSA, anciennement le RMI, depuis 1988, ça a toujours été sous condition. Pourquoi? Parce que c'est pas une fin en soi. On vit pas avec 607 € par mois. Et celui ici qui vient sur votre plateau pour dire que ça suffit et qu'on a répondu à notre devoir de solidarité en ayant versé 607 € par mois à une personne, eh bien c'est non seulement absurde, mais franchement, en tout cas, c'est pas notre conception de la solidarité. En revanche, si c'est un filet de sécurité, c'est parce que ça doit permettre un rebond, de repartir de l'avant, de retrouver son autonomie, sa dignité par le travail. Comment ça marche? Mais aller discuter avec même toutes les associations d'insertion, c'est comme ça, en laissant la personne seule rester chez elle, comme ça se passe aujourd'hui avec les bénéficiaires du RSA. 3 contacts par an, mail compris. Est-ce que ça, c'est vraiment s'occuper vraiment des gens? Non. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que ce qu'il y a dans la loi, mais qui n'est pas dans la vie réelle, eh ben, on va le mettre dans la vie réelle. Un vrai accompagnement. Et ces 15 ou 20 heures, c'est quoi? C'est des opportunités, c'est des chances pour les personnes qui sont au RSA de pouvoir repartir dans la vie. Formation, immersion professionnelle, régler un problème de mobilité ou de santé, c'est ça dont il y a besoin pour que chaque jour qui passe lui permette de retrouver un avenir. Et évidemment, un accompagnement, ça ne se fait pas tout seul. C'est pas juste la société, c'est un engagement réciproque. Ça aussi, ça a été inventé par Michel Rocard en 1988. Simplement, cet engagement réciproque, s'il y a plus de droits, c'est-à-dire plus de possibilités et d'opportunités à saisir, ça fait plus de devoirs de pouvoir s'en saisir. On ne va pas réinsérer les gens contre eux-mêmes. Un mot quand même, parce que le contrat engagement jeune, j'ai le sentiment que vous allez le modéliser sur le volet RSA, qui était de dire à ces jeunes, suivis par les missions locales ou par Pôle emploi, si je résume bien, avec une appli, voilà, vous avez des droits, mais vous avez des devoirs. En fait, c'est un peu ça que vous dites à l'allocataire du RSA, on vous tend la main, attrapez-la. Exactement, et c'est pour ça que de temps en temps, ces débats-là, moi, j'y vois quand même beaucoup d'hypocrisie, sinon en tout cas une forme de paresse intellectuelle. Nous, en tout cas, on est passé à l'action. Effectivement, le contrat d'engagement jeune, vous savez, ça fait 25 ans quasiment que je suis dans l'insertion et que chaque année, il y a 120 000, 130 000, 140 000 jeunes qui sont sortis du système scolaire sans diplôme, sans qualification, sans formation, sans espoir. C'est vrai ou pas? Eh bien, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place le plan Un jeune, une solution avec Elisabeth Borne à l'époque. Et pour ces jeunes, ce qu'on appelle les NEETs, on leur a proposé ce fameux contrat d'engagement jeune. Un conseiller pour 30 jeunes. C'est-à-dire, vraiment, là, on connaît et on fait des rendez-vous hebdomadaires. Et il peut les suivre. Les fameuses 15 ou 20 heures de contenu. On a lancé ça il y a un petit peu plus d'un an. Figurez-vous que 300 000 jeunes ont bénéficié du contrat d'engagement jeune, ont signé leur contrat. On leur a pas mis le couteau sous la gorge. Ils sont venus signer leur contrat. Et vous savez ce qu'ils nous disent? Ils plébiscitent les 15 ou 20 heures. Ça y est, on s'occupe de nous, il y a un cadre. Et à la fin, 77% des jeunes ont retrouvé une formation ou un emploi. Moi, c'est ça que je veux pour chaque personne qui est en difficulté dans ce pays, c'est qu'il ait des chances de pouvoir croire en lui, de pouvoir développer ses compétences et de pouvoir trouver un emploi. C'est le projet qu'on porte avec le gouvernement, avec Olivier Dussopt. En tout cas, c'est la définition de la solidarité, c'est celle que vous développez. C'est important de le préciser. Projet de loi en juin. Il y a un vrai sujet sur ce RSA
au-delà de ce début de polémique, les entreprises, qu'est-ce que vous leur proposez? Parce qu'il va falloir les accueillir, ces allocataires du RSA, il va falloir leur trouver un espace, que ce soit dans une usine, que ce soit dans les bureaux. Comment on met en relation cette belle idée avec des entreprises qui vous disent, moi, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de place, c'est compliqué, il faut l'accompagner. Comment on le met vraiment en musique, ce projet? Eh bien, c'est l'autre pan tout aussi important de France Travail. C'est comment on accompagne mieux les entreprises. D'abord, ça, c'est la première des choses. Vous savez, si on va à leur devant. Aujourd'hui, en fait, je parlais des services de Pôle emploi. 88% des entreprises qui sont satisfaites de leurs services. En revanche, ils sont bons pour les entreprises qui viennent frapper à leur porte. Maintenant, ce qu'on dit, la révolution qu'on va faire, c'est qu'on va s'organiser pour aller frapper à la porte de toutes les entreprises de France. Bonjour monsieur, bonjour madame, est-ce que vous avez envie de recruter? Et de l'accompagner. Vous inversez le processus, quoi. 7 recrutements sur 10 se font dans des petites entreprises, des TPE, des PME. Ils n'ont pas de DRH, ils n'ont pas de personnes pour décrypter à la fois la complexité de nos dispositifs et puis pour trouver le bon candidat. Donc on va l'accompagner. Et il faut savoir que quand on fait ça, quand on va au-devant des entreprises, quand on les aide à définir la fiche de poste, à sourcer les 3-4 candidats qui vont bien leur aller, voire même les accompagner parfois jusqu'à la fin de la période d'essai, eh bien ça fait plus de recrutement. Plus de recrutement, c'est donc un bon investissement social. La deuxième des choses, c'est qu'une fois qu'on a apporté un meilleur service aux entreprises, le pendant de ça, et moi ce que je dis aux entreprises à travers ce rapport et ce qu'a porté en fait le président de la République avec les entreprises s'engagent, c'est qu'il faut savoir s'ouvrir à tous les talents. Et c'est là où les engagements vont être réciproques aussi avec les entreprises, par des choses très concrètes. Je peux vous dire, la boîte à outils qui cartonne et qui marche, c'est les immersions en entreprise, par exemple. Les immersions. Donc ça pourra rentrer dans les heures des allocataires, par exemple? Oui. Parce que c'est pas du travail. L'enjeu, c'est de dire c'est pas du travail. Moi, je dis aux entreprises qui doutent parfois sur un profil, eh bien, prenez-le. Testez-le. Pendant une journée, une semaine, un mois, ça s'appelle l'immersion facile. Vous vous connectez, en 3 clics, c'est possible. Il y a déjà 80 000 immersions, 80 000 terrains de stage qui existent en France, rejoignez ça. Il se trouve que généralement, pour recruter un boulanger, un agent comptable, ou peu importe, ou un développeur, eh bien en fait, ça marche très bien. Une journée, une semaine, un mois, et là, on voit tout de suite si ça va coller ou pas entre l'un et l'autre. Pénalité ou pas, au cas où l'allocataire dit « moi, j'ai absolument pas envie de travailler, je refuse ces 15-20 heures ». Est-ce que là, il se met en difficulté sur le plan financier ? Mais bien sûr, mais vous savez que RSA comme ARE, c'est-à-dire l'aide au chômage, la contrepartie, c'est bien qu'il y ait une implication et un certain nombre d'engagements positifs. Aide au retour à l'emploi. Mais bien sûr, c'est une aide au retour. C'est écrit. C'est une aide au retour à l'emploi. Et donc, si les personnes ne s'engagent pas, ne s'impliquent pas, et ne sont pas au rendez-vous, ne viennent pas aux entretiens avec le conseiller, ne viennent pas au job dating, ne répondent pas aux offres d'emploi, mais c'est déjà le cas. Simplement, comme il y aura plus d'opportunités, il y aura aussi plus d'engagement attendu de la part des demandeurs d'emploi. Juste nous le confirmer, parce que ça, c'est l'ingénierie, je dirais, c'est l'organisation. Il y a évidemment dans votre rapport toute la manière dont vous ossaturez la décentralisation de tout cela. Les départements continueront à être les financeurs du RSA ou pas? Ou est-ce que le projet de loi peut recentraliser ce financement? Surtout pas de recentralisation. Vous savez, moi je pense que décentralisation, recentralisation, c'est des mots du XXe siècle. Ce qui compte, c'est par contre la coopération et la coordination. Et donc, derrière ces mots-là, par contre, il faut s'en donner les moyens. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de système d'information intégré ou interconnecté. On va faire aussi l'Académie France Travail, apprendre à se former ensemble. Et donc, les départements, c'est un formidable échelon pour l'insertion des personnes en difficulté. Simplement, comment voulez-vous réinsérer les personnes en difficulté si vous ne dealez pas avec la région pour l'accès à la formation adaptée aux gens les plus éloignés de l'emploi, si vous ne dealez pas avec l'État pour avoir les moyens de vos politiques d'emploi, et si vous ne travaillez pas avec Pôle emploi et avec les missions locales pour identifier les candidats. J'oubliais avant de nous quitter, on a eu un round social assez long de contestation de la réforme des retraites par les syndicats. Les syndicats, dans beaucoup d'organismes, sont paritaires. Je pense aux OPCO, je pense à beaucoup d'organisations. J'ai le sentiment qu'ils vous soutiennent sur ce sujet-là en particulier. Ils étaient très critiques sur le sujet des retraites.
D'abord, on a beaucoup travaillé avec les partenaires sociaux. Moi, j'ai échangé avec eux tout le temps, que ce soit salariés comme patronat, et puis aussi toutes les branches professionnelles qui font un travail très important sur le terrain. Ah oui. Et c'est une évidence. Le projet France Travail, c'est de permettre un meilleur accompagnement, d'investir vraiment dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent retrouver un travail, un bon emploi qui leur correspond. C'est bon aussi pour les entreprises, dont c'est la principale difficulté, le principal enjeu. Vous voyez, il y a le président de la République qui, encore aujourd'hui, avec Choose France, va annoncer des investissements très importants. Donc la dynamique est en place en France, la dynamique économique, mais la clé du succès, c'est que toutes les Françaises et tous les Français puissent développer leur talent, leur potentiel et bénéficier de cette dynamique économique. Et retrouver leur dignité, parce que ça c'est un sujet qui ouvre d'ailleurs votre rapport, le rapport à la dignité dans cette relation au travail, retrouver sens à sa vie. Merci Thibaut Guilluy, merci d'être venu nous rendre visite parce que vous faites vraiment un vrai tour de France à la rencontre de tous les acteurs. Vous avez ce rapport et vous attendez évidemment avec beaucoup d'attention et d'intérêt ce projet de loi débattu dans l'hémicycle pour prendre la tête de France Travail. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Puis j'espère que vous viendrez nous voir quand même lorsque vous serez à la tête de France Travail pour venir faire des points réguliers sur la situation et la mise en place de vos actions. Merci, merci à vous. Et la suite de notre programme, évidemment, c'est Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité. Fenêtre sur l'emploi. Tiens, on va peut-être s'aérer un tout petit peu, on va faire du sport, peut-être partir à la montagne et s'intéresser justement des formations pour les demandeurs d'emploi. C'est un sujet important dans le secteur des sports de glisse et des sports marins. On est d'accord ? C'est exactement ça. Florent Verne, merci d'être là. Vous êtes responsable vente et marketing au sein du groupe CNPC Sport et vous allez nous parler de... Alors, d'apparence, ça semble être une niche d'accompagner des demandeurs d'emploi sur ces métiers. D'abord, commençons par le début. De quel métier parle-t-on concrètement ? Concrètement, bonjour à tous, dans le cadre de cette formation, on parle du métier de vendeur spécialiste water sports. Donc les sports d'eau, mais plus communément les sports de glisse. Donc surf, neige. Là, on est vraiment sur le water sports. Donc, que sur l'eau. À l'état liquide. Donc ça veut dire concrètement que ces demandeurs d'emploi qui cherchent une formation sont accompagnés par CNPC pour apprendre ces métiers. On est d'accord ? Tout à fait. Quels sont les critères et les blocs de formation que l'on apprend pour devenir le bon vendeur en sport de glisse et d'eau ? Alors les critères, il y en a deux. Il y a deux grands enjeux. Le premier, c'est maîtriser en fait l'ensemble des produits sportifs, donc de la filière, le surf, le stand-up, le foil, le wing foil, parce que là c'est vraiment l'évolution du marché des pratiques sportives. Exact. Donc ça c'est l'enjeu en fait, c'est le kite, d'adapter, bien sûr, merci, le kite, le windsurf. Donc c'est d'adapter les compétences sur le conseil des produits sportifs tout en suivant le marché actuel et l'évolution de ce marché. Ça veut dire que quand je dis que c'est une niche, vous touchez la promo, c'est combien de personnes là, accompagnées vous allez chercher à Pôle emploi en partenariat avec Pôle emploi? C'est combien de futurs vendeurs? Alors la niche qui représente un chiffre d'affaires 700 millions d'euros au niveau français. La place du loisir en France. Hein. C'est ça. Donc ça c'est pour le marché des board sports, donc les sports de glisse sur l'eau. Là on va chercher. Actuellement, on a des financements pour 15 personnes. Donc on est vraiment sur des petites cohortes dans la côte basco-landaise pour placer ces gens-là sur des compétences opérationnelles commerce, des sports de glisse sur la côte. Donc là, 15 places actuellement dans le Pays Basque Anglette. Donc ça veut dire qu'on va les retrouver, ceux qui sont, j'imagine, engagés déjà dans la formation, puisque ça a commencé, elle a commencé la formation. On peut les retrouver quoi cet été dans ces espèces de pro-shop en bois un peu sympa, avec tout le cliché que représentent les vendeurs de glisse, quoi. Alors il y a les deux. Il y a le côté surf shop effectivement, avec cet historique très bois, mais aussi des gros flaps chics de grosses entreprises comme des grandes marques comme Boardriders, Rip Curl ou autres. Donc on est quand même sur un marché qui est structuré et qui l'est de plus en plus. Donc on va les retrouver chez des partenaires comme Oxbow, comme Rip Curl, comme Boardriders, comme Decathlon, comme Intersport aussi, qui bien sûr ont des gros rayons sur les sports d'eau. Donc, mais aussi dans les écoles de surf.
Et pour certains, on a des fonctions transverses chez les marques de sport de haut et de sport de glisse. Oui, ça. Après, ils peuvent aussi monter au sein directement des marques pour être éventuellement des commerciaux, pour pouvoir démarcher, se déplacer, comme ça se fait sur tous les produits de sport d'ailleurs. Tout à fait. Le profil, parce que là, vous avez votre promo, donc vous avez déjà un premier regard sur cette promo. C'est quoi? C'est des jeunes plutôt issus des bords de mer? C'est plutôt des Parisiens qui ont renversé la table et qui se sont dit, tiens, mais si j'allais apprendre ce métier, c'est qui? Alors ça où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on a les deux. D'un côté, ce qu'il faut, c'est l'affinité et la passion. Donc la passion ou la pratique, dans certains cas, effectivement, quand on est vendeur ou vendeuse, c'est mieux. Parce qu'il faut absolument pratiquer soit l'ensemble de ces sports, soit une majorité. Mais on a aussi des profils, par exemple, qui ont été skiman, avec le CNPC, par exemple, qui ont fait des saisons dans les stations de ski d'hiver et qui veulent avoir un vrai projet de pluriactivité et trouvent aussi du job l'été dans leur domaine de passion pour le sport. La glisse sur la neige l'hiver, voilà. Et puis le reste de la saison, parce que c'est un vrai sujet pour les moniteurs de ski ou les skimans, absolument, c'est de trouver le boulot qui va bien jusqu'à la réouverture en novembre. C'est ça, donc l'enjeu est là aussi. Concrètement, là aujourd'hui, la promo elle sort, elle a un emploi, parce que la vraie question des formations, c'est de se dire, bon, on fait une formation, mais on n'est pas sûr de... Est-ce qu'aujourd'hui déjà les marques vont les chercher? Oui, c'est très simple, hein. L'an passé on l'a lancé 100% de placement. 100% de placement. Cette année, là, on a identifié environ 150 postes, 30 postes en dynamique avec le CNPC Sport pour ses recrutements pour cet été, et on a 15 personnes en formation. C'est trop faible. Pour le coup, oui. Donc c'est pour ça que là, c'est l'étape 1. On a bien sûr l'étape 2 et 3 de déploiement d'information qui est prévue. Vous organisez donc du 2 mai au 9 juin à Anglet, c'est ça? C'est bien ça. C'est un site de formation délocalisé. Donc en un mot, vous nous dites, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans votre secteur. C'est clair. Notre promo, elle est trop faible. 15, il en faut 4 fois plus. C'est quoi l'objectif? C'est que vous allez sur site pour dire, on est là, il y a du boulot, venez. Alors nous, on a toujours fonctionné comme ça, c'est qu'on est déjà une approche très terrain. Donc avant de faire ça, on a fait un échantillon d'environ 70 points de vente pour identifier les besoins en compétences. C'est beaucoup de vendeurs, ils cherchent des vendeurs, des techniciens, des gens qui connaissent. C'est la majorité. C'est ça, c'est la majorité, on est d'accord. Tout à fait. Des vendeurs qui sont aussi en capacité à gérer la vente, la location et dans certains cas, tout ce qui est réservation d'une école de surf. Donc il y a aussi l'hybridation de ces métiers-là. Donc c'est-à-dire gérer son fichier, être capable de pouvoir faire de la résa, et parfois même, j'imagine, pouvoir être capable d'accompagner des groupes, parce que parfois certains sont diplômés. C'est ça, donc, et on a le cas de personnes qui ont des projets ou qui ont déjà leur BPGEPS surf, mais qui ont besoin d'une compétence commerciale pour jouer sur les deux métiers. Et peut-être même dans l'esprit de certains, puisqu'on en parle beaucoup de ces entrepreneurs audacieux sur Bismart, certains de se dire, mais après tout, si je montais ma petite entreprise aussi, où je joins la formation, les cours, et puis je distribue des marques, non? Est-ce que c'est une réflexion qu'ils ont? C'est une réflexion qu'ils ont pour certains. Nous, à CNPC Sport, on a d'autres formations de bac à bac plus 5 avec effectivement une partie création d'entreprise. Donc oui, ça on le voit régulièrement. Puis là, on se met en relation avec l'Euro-ESIMA, qui est la fédération qui promouvoit effectivement la filière glisse, qui ont des solutions pour construire des projets. À Anglet, mais vous n'y êtes pas tous les jours, parce que c'est du 2 mai au 9 juin. Donc j'imagine le week-end, comment ça se passe? Anglet, c'est que 5 semaines. En fait, Anglet, on s'est délocalisé parce qu'il faut être au cœur, il faut être aux racines de la filière. C'est là que ça se passe, l'industrie est là-bas, au niveau France, mais aussi au niveau européen. Donc en fait, on est dans les bâtiments qui ont été créés à la dynamique de l'Euro-ESIMA, qui est un bâtiment pépinière hôtel-entreprise de la filière glisse. C'est ça. Au Latou. Watersport. Voilà. Merci Florent Vert d'être venu nous donner envie d'aller surfer, de prendre la planche, de kiter, de faire tous les sports de glisse qui cartonnent en ce moment, notamment le kite qui est en train de prendre des proportions assez impressionnantes. Le kite prend beaucoup et les sports de vent de plus en plus. Et le vent. Merci, responsable vente et marketing chez CNPC Sport. Allez donc à Anglet si vous passez par là, parce que vous serez là-bas. Et puis peut-être aller sur le site pour voir s'il n'y a pas une promo qui se prépare. C'est des métiers qui, je pense, sont assez géniaux quand on aime ces sports. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. L'émission est terminée. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer l'émission. Raphaël à la réalisation, Saïd au son. Merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat évidemment et Alexis. Merci à vous pour vos messages. Demain c'est férié et on se retrouve évidemment après-demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.